Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le chef de l'État lance officiellement samedi prochain, 1er octobre, la carte d'identité biométrique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Révélation du directeur de l'automatisation du fichier lors de la conférence de presse qu'il tenait ce mercredi. Et puis de la friperie pour alléger les dépenses à la veille de la rentrée des classes. Nombreux sont ces parents d'élèves qui ont fait cette option. Choix conjoncturel ou dicté par la qualité des produits que proposent les vendeurs. Le reportage du jour s'intéresse à ce commerce qui peut faire gagner 200 à 300 000 francs par jour. Elle est souvent perçue comme un déficit de sang. L'anémie, un trouble très fréquent chez les femmes et les enfants, et la maladie à la une. Dans la rubrique santé, les signes, les causes et les différents types de traitements. Couleur du Sénégal à Payar, la localité est l'épicentre du Sénégal et elle est située dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda. Il y sera érigé un monument à la place de la pierre qui le symbolise actuellement. Et puis Elinkine et son port de pêche, sa forte communauté ghanéenne, son beau paysage, sa base navale vous invite au rivage. Dans cette contrée du département d'Oussouye, la pêche est reine. Bonsoir à tous. Dakar abrite la 11e Assemblée générale du Forum des administrations ouest-africaines de la fiscalité, forum qui regroupe tous les pays membres de la CEDEAO pour une harmonisation des politiques fiscales et une meilleure mobilisation des recettes fiscales. La promotion des services aux contribuables est le thème de cette rencontre à Ramdawa. Un contribuable satisfait des services qui lui sont rendus et on ne peut plus enclin à consentir aux impôts. La corrélation est établie par le FAFOA, Forum des administrations fiscales ouest-africaines. Ces dernières savent alors ce qu'elles ont à faire. La Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal, convaincue du lien étroit existant entre les services rendus aux contribuables et l'évolution de leur comportement dans le sens d'une plus grande acceptation de l'impôt, a fait de l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers son premier objectif stratégique et également son premier engagement dans ses outils de pilotage. Je veux parler du plan stratégique de développement, le PDSOF, dont vous entendez parler, et du contrat de performance que nous avons signé avec la tutelle du ministère de l'économie. Ce que cet engagement a donné est d'abord une direction chargée des services aux contribuables, d'autres services opérationnels dédiés et des infrastructures modernes. L'impact est jugé positif. Parce qu'ils ont assis aujourd'hui un cadre qui permet aux contribuables d'avoir un répondant, de savoir qu'est-ce qu'il doit payer, comment il doit payer, et à la limite même, ce que je paye va à quoi. Je crois qu'une meilleure conscientisation aujourd'hui du citoyen peut l'amener à être plus réceptif au respect du paiement de ses obligations fiscales. Les administrés ont des attentes de nos administrations fiscales et nous voulons travailler à ce que dans l'espace CEDEAO, que nos administrations fiscales soient plus réceptives aux attentes de nos concitoyens et leur apportent les solutions les meilleures. Toutes les administrations fiscales présentes à ce forum partagent les mêmes préoccupations, si bien que l'usager est au centre de la feuille de route de la nouvelle présidente du FAFOA. Nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir renforcer la sensibilisation en matière d'administration fiscale. Le deuxième, c'est de pouvoir assister les 3 comités qui seront mis en place. Troisième, c'est de pouvoir veiller à ce que le plan stratégique 2016-2017 se traduise dans les faits dans la sous-région. Le FAFOA a été créé en 2011. Il facilite la coopération entre les administrations fiscales des pays de la CEDEAO, l'amélioration de l'efficacité de leur législation et la mobilisation des recettes. Son credo. Lancement officiel de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO. Ce sera le 1er octobre prochain par le chef de l'État. C'est le directeur de l'automatisation du fichier qui l'a annoncé aujourd'hui lors de sa conférence de presse, Mahmoud Moussaignan. Voici la nouvelle carte d'identité biométrique. Sa mise en circulation dans l'espace de la CEDEAO doit se faire au plus tard à l'horizon 2017. Au Sénégal, l'opération débute mardi prochain. Une fois que ces premières cartes seront éditées, dès le lendemain, le 5 octobre, nous allons enchaîner avec le démarrage des centres au niveau des régions progressivement. Pour roder le système,
c'est un nouveau système, donc on a besoin quand même de le démarrer et de maîtriser au fur et à mesure un peu les questions liées à son déploiement. L'introduction de cette nouvelle carte facilitera la mobilité intra-régionale, la lutte contre les trafics et les migrations illicites, la prévention des menaces terroristes. À la fin du mois d'octobre, nous aurons installé les commissions administratives dans tous les départements, il y en a 45. Nous allons également démarrer dans les 123 sous-préfectures. Quand cette opération sera terminée, nous allons mettre en place des commissions mobiles qui vont sillonner l'ensemble des régions en fonction de l'affluence des demandeurs dans les différents centres. Tout citoyen de 15 ans doit obligatoirement avoir cette carte. À 5 ans, le citoyen peut en bénéficier, les militaires et paramilitaires également. Parce qu'ils sont considérés comme de nouveaux inscrits. À partir du moment où ils vont voter en même temps que les civils, ils doivent donc aller se faire inscrire pour intégrer le fichier des civils. À partir du mois de novembre, nous allons installer les commissions dans les commissariats et les brigades gendarmerie. Les commissions administratives ne recevront que les Sénégalais qui souhaitent confirmer leur caractère d'électeur ou qui ont l'âge électoral, qui ne s'étaient jamais inscrits et qui souhaitent s'inscrire donc dans le cadre de cette opération. Dans 2 mois, les Sénégalais de l'extérieur recevront les commissions pour leur enregistrement. Toujours dans cette dynamique, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les citoyens que la production de la carte nationale d'identité est momentanément suspendue du fait des travaux d'installation des nouveaux équipements prévus pour la mise en place de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO ainsi que la refonte partielle des listes électorales. Toutefois, il a été produit avant l'arrêt des anciennes machines 120 000 cartes qui étaient en instance et qui ont été envoyées dans les différents centres d'instruction que sont les commissariats de police, les préfectures et sous-préfecture à la disposition des demandeurs. De plus, les anciennes cartes d'identité nationale en cours de validité demeurent utilisables en même temps que celles dont l'exigibilité avait été prorogée par décret. Enfin, les citoyens non détenteurs de cartes nationales d'identité, ceux qui souhaitent se faire établir un passeport, peuvent se faire immatriculer par la direction de l'automatisation des fichiers et déposer leur demande à la direction de la police des étrangers et titres de voyage en attendant la disponibilité des nouvelles cartes communiquées du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les activités du programme national de biogaz domestique du Sénégal sont officiellement lancées à Diourbel. 500 biodigesteurs seront construit dans la région d'ici à 2019. Un comité régional de développement a été tenu à cette occasion pour échanger avec les différentes structures concernées. Damsila. Dans sa politique de lutte contre la déforestation, l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Union européenne, a mis en place un projet de construction de 10 000 biodigesteurs sur toute l'étendue du territoire national d'ici à 2019. À Diourbel, le programme national de biogaz domestique du Sénégal a organisé un comité régional de développement pour lancer officiellement le projet de construction de 500 biodigesteurs. Le premier résultat à l'issue de ce CRD, c'est la mise en place d'un cadre local de concertation qui va regrouper l'ensemble des acteurs impliqués et intéressés pour le développement économique de la région, mais principalement pour la vulgarisation du biodigesteur. Deuxièmement également, comme nous l'avons dit, tous les départements de la région seront traités sur les mêmes pieds d'égalité pour que l'ensemble des producteurs qui réunissent les critères puissent disposer de biodigesteurs. Le programme national de biogaz vise à inciter les ménages ruraux au Sénégal à utiliser du biogaz domestique comme combustible de substitution à l'utilisation du bois ou du charbon de bois. Grâce aux biodigesteurs, les ménages ruraux subviennent à leurs besoins énergétiques pour la cuisson et l'éclairage. Ils produisent aussi du bioeffluent ou engrais organique qui améliore la production agricole. Cette volonté politique est un des aspects phares de la lettre de politique du développement du secteur de l'énergie qui prend en charge la vision du chef de l'État dans son plan Sénégal émergent. À Diourbel, le programme national de biogaz a noué un partenariat avec la Fédération du Baol dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction de 500 biodigesteurs dans la région. Il est apparu nécessaire de développer une synergie qui a été formalisée dans son fonctionnement à travers la signature d'un protocole d'accord au mois de novembre 2015 pour un montant de 556 186 000 francs et sur une durée de 4 ans renouvelable. Nous devons tous
ici présents, faire de ce programme le nôtre, le vulgariser chez nous, dans nos familles, afin que nous puissions en gagner doublement. Le biodigesteur est subventionné par l'État du Sénégal à hauteur de 80%, cela pour lutter contre la déforestation, d'améliorer le cadre de vie des populations, de réduire les maladies respiratoires et oculaires liées à l'utilisation du bois de chauffe et de développer des activités génératrices de revenus telles que le maraîchage, l'embouche bovine et la pasteurisation du lait. Les caractères arabes harmonisés étaient au centre de l'atelier régional organisé par le pôle qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales. Durant 3 jours, ces acteurs ont réfléchi sur les stratégies d'amélioration de l'offre en alphabétisation. L'atelier a permis de dégager des directives destinées aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Sorna Antagnaï. La pérennisation des caractères arabes harmonisés, un levier pour l'amélioration de l'offre d'alphabétisation et de formation en Afrique. Fort de ce constat, le pôle qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales a tenu un atelier dans ce sens. La prise en compte de la pluralité est de mise, mais aussi celle du cas spécifique de l'arabe. Comme la demande est plurielle, il va falloir diversifier les offres. Et dans la diversification des offres, il y a une frange importante de la population régionale africaine qui utilise les caractères coraniques harmonisés. D'autres parlent de caractères arabes aussi harmonisés. Si nous voulons prendre en charge cette population et la renforcer, lui donner les compétences qu'il faut dans ce contexte de mondialisation, il faut nécessairement, dans la diversification de l'offre, travailler avec les caractères arabes. Ouvert le 26 septembre dernier, cet atelier visait à développer l'accès et la modernisation des écoles coraniques. Il a débouché sur un certain nombre de recommandations. Après ces 3 jours de travaux, l'équipe qui est là a pu sortir une production de qualité dénommée la déclaration de Dakar, qui est une déclaration extrêmement importante qui permet à nos pays respectifs de pouvoir avancer sur la question de l'alphabétisation de manière générale. Il est vrai que l'atelier portait spécifiquement sur l'utilisation des caractères arabes harmonisés, mais en lisant la déclaration, on se rend compte que c'est des experts qui sont là et qui maîtrisent très bien l'alphabétisation, qui englobent l'utilisation de ces caractères et d'autres caractères et qui ont permis aujourd'hui d'avoir des conclusions qui permettent à chaque pays de pouvoir avancer sur la question. Des directives que le Sénégal compte bien mettre en œuvre. Toutes les recommandations qui sont faites à l'endroit des pays sont des recommandations très pertinentes. Et les représentants que vous êtes et qui ont sorti ce texte, je suis sûr qu'ils seront capables de les porter au niveau de leur gouvernement. En ce qui concerne le Sénégal, soyez rassurés que le secrétaire d'État à l'alphabétisation que je représente, je l'avais dit à l'ouverture, prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces conclusions puissent être appliquées de la manière la plus efficace. 72 heures d'échange ont permis aux experts venus de 15 pays d'Afrique subsaharienne de dégager des stratégies en vue d'impulser dans la zone les caractères arabes harmonisés. Et puis cet atelier de validation du guide santé, nutrition et environnement qui s'est tenu hier à Dakar. Il s'agit de partager le contenu du manuel avec les différents acteurs et les partenaires avant validation. Le document va constituer l'un des supports phares pour l'enseignement élémentaire dans notre pays. Oumar Baldé. Bientôt un nouveau guide santé, nutrition et environnement dans les écoles sénégalaises. Il servira de support dans la préparation des fiches pédagogiques. Une manière d'améliorer les conditions de vie et de fournir des ressources humaines qualifiées. Nous avons un contenu documentaire très important qui retrace un peu toutes les maladies que l'on a actuellement, de même que les maladies émergentes, une actualisation de nos notions de nutrition et un volet environnement assez important que nous avons croisé avec toute la documentation théorique pour nous permettre d'avoir des tableaux de compétences. Le guide est conçu en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Environnement. Pour la validation du manuel, les différents acteurs ont partagé le contenu avec les techniciens. On ne peut que se réjouir vraiment de ce document qui est destiné donc aux enseignants, qui encadrent les élèves, qui enseignent les élèves et qui les éduquent.
Le département américain de l'agriculture, à travers Counterpart International, a appuyé l'éducation à hauteur de 9 millions de dollars. Une partie de ces fonds va servir à financer le guide. Nous allons passer à l'impression du document et travailler encore avec la structure étatique à former tous les enseignants. Je crois qu'ils sont autour de près de 1000 enseignants. Ils recevront donc une formation à l'utilisation de ce document. Donc globalement, je peux dire que nous avons aussi bien une contribution technique, une contribution financière. Nous croyons que l'éducation est très importante et que l'alimentation scolaire est très importante parce qu'avec l'alimentation scolaire, les enfants viennent à l'école. Face à la révision du curriculum de l'éducation de base, la division du contrôle médical scolaire a jugé nécessaire de réviser le guide afin qu'il soit conforme aux nouveaux objectifs. Rencontre du comité consultatif Sénégal-Japon pour le financement du programme alimentaire de l'année fiscale 2014. Une réunion s'est tenue ce matin à Dakar entre la délégation générale à la solidarité nationale et l'ambassade du Japon. Les deux parties ont salué les avancées notées dans la commercialisation du riz. Toutefois, des soucis d'ordre administratif subsistent. Le reportage de Jonas Bassen. 8700 tonnes de riz, c'est la quantité offerte par le Japon au gouvernement du Sénégal. Ce don entre dans le cadre de sa politique de lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est un tonnage qui a été vendu auprès des commerçants, monétisé et versé au niveau du trésor public dans un compte qu'on appelle le fonds de contrepartie japonaise. Les recettes de la vente de ce riz vont être utilisées pour le financement des politiques sociales de développement. Nous avons ce premier don de KR1 qui constitue un montant de 2 647 495 400 francs qui vont aussi servir à financer des projets et programmes. Et nous avons beaucoup de projets et programmes. Là, nous avons beaucoup d'activités même qui ont été financées par ce fonds. Donc, il suffit de faire des requêtes. Tous les ministères peuvent faire des requêtes, déposées et validées par l'ambassade du Japon. Les deux parties comptent résoudre les tracasseries liées à la procédure administrative souvent lourde. Des solutions vont être apportées, les procédures vont être revues pour pouvoir réduire le maximum possible ce temps long qui aujourd'hui a fait que nous avons reçu quand même mars jusqu'en décembre. De notre côté aussi, nous allons apporter beaucoup de solutions pour que quand le riz arrive au niveau des navires au port, pour que le déchargement du bateau puisse se faire le plus rapidement possible. Ce don vient s'ajouter au prêt concessionnel de 138 milliards de francs CFA signé par les deux États lors de la dernière TICAD pour la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles. La décision du tribunal de grande instance de Paris est incompréhensible. Le Sénégal va agir de toutes les voies pour casser cette décision. Ce sont les propos de maître Moussa Félix Sow, avocat de l'État, par ailleurs, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal. Invité de l'émission Le Point, l'avocat s'étonne d'une décision qui viole, selon lui, la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le tribunal, comme je vous ai dit, à ma grande surprise, a considéré que la Convention sur la criminalité transfrontalière et la Convention de coopération du 29 mars 1974 signée entre la France et le Sénégal ne permettaient pas de régler le problème de l'exécution. Soit. Mais le tribunal s'est arrêté à ce niveau au lieu d'aller appliquer la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et que dit cette convention? Cette convention prévoit un certain nombre d'infractions. Parmi ces infractions, il y a la corruption, il y a l'enrichissement illicite, il y a le blanchiment d'argent, il y a le trafic d'influence, mais toutes ces infractions, d'après la Convention des Nations Unies contre la corruption, ces infractions sont considérées comme des infractions assimilées à la corruption. Donc, nous sommes en matière de normes internationales, c'est-à-dire qu'il y a une convention que la France a ratifiée, et donc qui fait partie du patrimoine juridique français.
Mais comme je vous ai dit, cette procédure n'est pas terminée. Vous allez engager la bataille? Non, cette procédure n'est pas terminée. L'État du Sénégal va demander au parquet spécial de Paris de former appel. L'État du Sénégal va demander que l'appel soit interjeté. Et je puis vous dire, nous sommes en matière, parce que souvent ce qu'on oublie, nous sommes en matière de recouvrement de biens mal acquis. Oui. Le point à suivre après ce journal. Fatick a abrité hier la journée mondiale de lutte contre la rage. L'événement a permis de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux morsures de chiens. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales a mis à disposition des vaccins contre la rage canine. Ibrahim Andong. Chaque année, la rage tue plus de 77 000 personnes à travers le monde. L'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés, soit une personne toutes les 10 minutes. Dans ces deux continents, les enfants constituent les principales victimes. Cette année, plus d'1 millier de victimes d'agressions par animal vecteur susceptibles de transmettre la rage ont été prises en charge par nos services compétents à travers tout le pays et le chien est le principal responsable. Mais ces données ne traduisent pas la réalité, car ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Car la rage, au Sénégal comme partout en Afrique, est une maladie sous-diagnostiquée et sous-déclarée. Pour inverser cette tendance, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales qui présidait cette journée dans les berges du Sine à Fatick ne manque pas d'imagination. La tutelle préconise l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation auprès des populations exposées. La rage peut être évitée à travers une bonne mise des mécanismes établis pour son contrôle, voire son éradication. Ces mécanismes articulés autour des points suivants. L'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation auprès des populations exposées en vue de promouvoir un comportement responsable à même de diminuer le nombre de cas humains. La mise à disposition de vaccins contre la rage canine de bonne qualité. La tenue de campagnes de vaccination de masse de chiens dans les zones infectées avec un taux de couverture vaccinale de 70%. L'amélioration de l'accès aux soins humains avec la disponibilité de vaccins et de sérums antirabiques, le contrôle des populations de chiens errants. Au cours de cette journée, plus de 200 chiens domestiques ont été vaccinés par les étudiants de l'école vétérinaire de Dakar. Il faut s'approcher des services vétérinaires pour faire vacciner vos chiens. Maintenant, par rapport aux chiens errants, nous conseillons plus de ne pas s'approcher de ces chiens parce qu'ils ne sont pas vaccinés, donc on ne sait pas s'ils ont la rage ou pas. Donc chez nous, on a un thème qui dit que tout est rage et rien n'est rage. Donc pour cela, nous conseillons encore que lorsqu'une personne est mordue par un chien, la première des choses, c'est de se rendre dans un centre de santé, informer et aussi, si possibilité que le chien a un propriétaire, amener ce chien-là dans un service vétérinaire qui sera suivi au fur et à mesure. Les différents intervenants ont beaucoup insisté sur le volet sensibilisation, mais également sur une synergie d'action entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et celui du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. L'objectif, venir à bout de cette terrible maladie. Pour joindre l'utile à l'agréable, une démonstration de sketch sur la maladie a été présentée par les jeunes Fatikois. Nous parlons de la 16e édition des Journées médicales de Pire. C'était le week-end dernier, porté par l'association Bolo Ligue Pire. Elles ont permis d'offrir des consultations aux populations de Pire et environ, de la gériatrie à la pédiatrie, beaucoup de spécialistes médicaux chirurgicaux pour près de 3000 personnes qui ont pu bénéficier des soins et médicaments gratuits. Une manière de faire la médecine autrement. Omar Diawa. Le cœur de cet homme bat pour la localité de ses origines. Pire, ville avec laquelle il n'a jamais coupé les fils. Sa spécialité qu'est la cardiologie a forcément été représentée à ces journées médicales. Pouvoir obtenir des consultations spécialisées sans venir à Dakar n'est pas rien. Il faut avoir un pied à terre à Dakar, il faut avoir le billet aller-retour, il faut avoir le transport à l'intérieur de Dakar, soit par bus, soit par taxi.
avec un accompagnant. Il faut avoir le ticket de l'hôpital, le rendez-vous avec le spécialiste et l'ordonnance à payer. Tout ça, ça fait beaucoup. Une véritable gageure que de réunir pendant 72 heures une large gamme de spécialités médicales et chirurgicales dans une bourgade certes facile d'accès mais qui garde encore un peu cette physionomie rurale. Ce sont les soignants qui se sont déplacés vers les populations aux moyens limités. Ces initiatives qui reflètent l'attachement de fils à qui la réussite socio-professionnelle n'a pas détourné des racines participent de l'amélioration des conditions de vie de ceux-là qui sont restés. Un retour d'ascenseur pour une localité qui peut compter dans le corps médical de nombreux représentants. Au minimum 20 médecins, dont 3 professeurs d'université. Ces journées médicales répondent à un besoin. Parce que Pire est une grande ville, environ 30 000 habitants, puis c'est Pire et ses environs. De la chirurgie dentaire à la pédiatrie en passant par l'ORL et surtout la gynécologie, les registres de consultation ont été bien remplis. On a même pu faire des actes chirurgicaux sans véritable bloc opératoire. Les ablations de lipome, de kyste, ça fait 44. Nous avons circoncis 190 garçons. Nous avons réalisé 182 échographies. Nous avons consulté 2586 malades. Nous avons servi 1895 ordonnances. Au vu de l'affluence et de ces chiffres, on peut dire que les 16e journées médicales de Pire ont été une grande réussite. Et puisque la médecine, ce ne sont pas que des actes de soins, une conférence a été organisée pour permettre de sensibiliser la population sur la meilleure manière de rester le plus longtemps en bonne santé. Aujourd'hui, la rubrique santé évoque l'anémie, un trouble assez fréquent, surtout chez les femmes et les enfants, même si dans 50% des cas, le manque de fer, le facteur indexé, cette maladie peut bien cacher autre chose, des problèmes de santé plus ou moins graves. On en parle avec Oumou Baldé. Au Sénégal, dans l'imaginaire, l'anémie est souvent perçue comme étant un déficit de sang. Cela peut se comprendre, puisqu'effectivement, elle est liée à l'insuffisance d'un élément essentiel du sang. C'est la baisse d'une protéine qu'on appelle l'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine, c'est très important pour notre organisme parce que c'est l'hémoglobine qui fixe l'oxygène et qui le fait véhiculer dans notre organisme. Donc si on n'a pas assez d'hémoglobine, ça veut dire si on est anémié, donc il va avoir des maux de tête parce que le cerveau n'est pas bien oxygéné, il va avoir des vertiges, donc quand il fait un peu d'effort, notamment quand on veut monter des escaliers, on veut recoudre, donc on a l'impression de s'essouffler. Donc il y a un essoufflement parce qu'on n'a pas assez d'oxygène, etc., etc. Le trouble est tellement répandu que beaucoup arrivent à déceler les signes d'une anémie et même établir la cause. La plus indexée est la carence en fer, qui est justement la plus fréquente. On n'a pas assez de fer, souvent parce que les besoins sont augmentés. Ça, c'est ce qu'on voit surtout chez les enfants, parce qu'avec la croissance, ils ont besoin donc, de former de nouveaux globules, ou alors chez les femmes enceintes. En dehors de ces deux situations, quand il y a une anémie, très souvent, c'est dû à des saignements. Chez les femmes, c'est surtout des saignements d'origine gynécologique. C'est des règles qui sont trop abondantes, ou bien, en tout cas, et chez les hommes, c'est surtout des saignements digestifs, par exemple un ulcère. L'autre élément qui est important et dont le déficit peut entraîner les anémies, c'est les vitamines. Principalement, une vitamine qu'on appelle la vitamine B9, qui est donc l'acide folique, qu'on retrouve surtout dans toutes les crudités. Donc je peux considérer que globalement, au moins, en tout cas, la moitié des anémies qu'on voit, c'est des anémies d'origine carentielle. Mais il y a une autre moitié, c'est des anémies qu'on voit dans d'autres maladies. C'est le cas notamment dans certaines maladies où les globules rouges ne vivent pas longtemps. Vous savez que les globules rouges, normalement, doivent
vivre pendant 120 jours. Mais il y a certaines maladies au cours desquelles il y a un raccourcissement de la durée de vie de ces globules rouges. Soit parce que ces globules rouges ont une forme anormale, ou en tout cas ont des anomalies génétiques. C'est le cas de la drépanocytose, par exemple. De ce fait, l'anémie doit faire l'objet de diagnostics plus poussés pour mieux la prendre en charge. Dans certains cas, le traitement peut nécessiter une transfusion sanguine. C'est pour cette raison que la transfusion sanguine, c'est un traitement, souvent un traitement d'urgence. Parce que la personne est là, elle n'a plus d'oxygène, il n'y a plus d'hémoglobine, il faut donc très rapidement restaurer. L'anémie la plus fréquente, qui est la carence en fer, c'est un traitement qui est très long. Il faut, pour traiter une carence en fer responsable d'une anémie, il faut au minimum 3 mois. Il faut donner du fer. Et c'est un produit également qui n'est pas facilement absorbé. C'est-à-dire que quand on prend du fer, on voit d'ailleurs que les selles sont noirâtres parce que la plupart du fer, il n'y a que 10 à 20% du fer qu'on a ingéré qui est réellement absorbé. Tout le reste passe dans les selles. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un traitement très très long pour essayer donc de traiter. Alors bien sûr, il faut traiter, mais il faut toujours rechercher, si c'est un saignement, il faut rechercher la cause du saignement. Si c'est un fibrome qui saigne, tant que vous n'avez pas traité ce fibrome, bien vous allez donner du fer, mais l'anémie va reprendre. Il faut donc traiter l'anémie, il faut aussi traiter la cause. Un traitement pour chaque cause pour éviter les complications qui peuvent découler d'une anémie. Les conséquences peuvent être cardiaques, pulmonaires ou concerner d'autres organes vitaux. La rubrique santé, c'est tous les mercredis à Dakar. Les sachets plastiques inférieurs à 30 micronages sont encore en vente malgré la sensibilisation menée par les structures de l'État sur les dangers que ces produits peuvent occasionner sur l'environnement. Certains commerçants continuent à les détenir, risquant du coup une sanction pénale. On voit tout cela avec Jonas Passena. Des poches de résistance, il en existe. Plus d'1 an après l'adoption de la loi interdisant les sachets en plastique inférieurs à 30 microns d'épaisseur, on en trouve encore dans certains étals des marchés de Dakar. Il y a des gens qui vendent ces sachets là, mais moi, ils ne m'arrangent pas. Parfois, il m'arrive de les avoir ici. C'est surtout quand je demande qu'on m'achète des sachets. Et là, impossible de les retourner. Ils ne sont pas de bonne qualité. C'est pourquoi je vends les sachets jaunes ou verts. Il est plus bénéfique d'acheter des sachets noirs que des sachets verts. Les sachets noirs coûtent 500 francs le paquet, tandis que ceux en verre 1000 francs. Donc, les sachets noirs sont plus avantageux, même si on n'a pas le choix. Les autorités en charge de l'environnement ont mené des campagnes de sensibilisation sur les effets nuisibles des sachets plastiques. Distribuer des prospectus, stop les sachets plastiques avec les impacts sur l'environnement, sur la faune marine, mais également sur les animaux, tels que les bœufs, etc., etc. Un plaidoyer qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. De grandes surfaces ont fait recours aux sachets bio dès l'annonce de la mesure. Pour s'adapter, on a mis des sacs cabas en place que nous commercialisons. Et les sacs sont échangeables. Donc vous l'achetez une fois et après, quand ça se détériore, vous passez gratuitement, on l'échange. Des clients habitués à une des enseignes de la capitale ont également bien apprécié l'alternative proposée. Il faudrait vraiment que les Sénégalais prennent l'habitude à avoir des sacs, des cabas, enfin des cabas de course, et arrêter tous ces sachets qui sont malheureusement une pollution pour le pays. Les sachets qu'on nous donne ici sont plus utiles car on peut les garder après usage. En revenant, tu peux l'amener et y mettre des produits. C'est mieux que les sachets en plastique. À défaut de micromètres pour les agents contrôleurs du ministère du Commerce, certains commerçants continuent à introduire les sachets prohibés, polluant ainsi le cadre de vie des Sénégalais.
À quelques jours de la rentrée des classes, les parents prennent d'assaut les marchés hebdomadaires de friperie. Raison invoquée, les articles sont de bonne qualité et à moindre coût. On peut avec 20 000 francs avoir l'habillement nécessaire. Du côté des vendeurs, les choses vont bien. On peut gagner jusqu'à 200 000 voire 300 000 francs par jour. C'est le reportage de Aminata Bengfal. Marché hebdomadaire de la Gueule-Tapée en cette veille de rentrée des classes. Nombreux sont les parents qui se rabattent sur la friperie pour habiller leurs enfants. On prépare l'ouverture des classes. La friperie arrange les parents. En plus, c'est de bonne qualité, raison pour laquelle même les personnes qui ne fréquentaient pas le marché y viennent maintenant. C'est pourquoi on a constaté une hausse sur les prix. C'est très dur. Après la Tabaski, c'est la rentrée des classes et la temporary se profile à l'horizon. Mais bon, on fait avec nos moyens pour faire plaisir aux enfants. Même si les articles sont jugés un peu chers, certains parents y trouvent leur compte. 20 000, 25 000, 30 000. Avec 20 000, 25 000 ou 30 000, on peut acheter des robes que ton enfant peut mettre durant toute l'année scolaire. Du côté des vendeurs, c'est la période des bonnes affaires. Je vends chaque pièce à 300 francs, un pantalon à 500 francs. C'est la période faste pour les vendeurs de fripes. Il nous arrive de gagner 200 à 300 000 francs par jour. Gagner 200 000, je gagne 300 000. Je vends des jeans. Les prix varient entre 2 000 et 3 000 francs CFA. Filles et garçons viennent acheter parce qu'ils savent que c'est de la bonne qualité. Le marché hebdomadaire du lac Gueule-Tapée est également connu pour la vente de chaussures et de sacs d'occasion, deux accessoires indispensables pour la rentrée des classes. Il y a des chaussures qui sont chères, d'autres le sont moins. Chacun peut en disposer selon ses moyens. Les prix varient entre 1 000 et 10 000 francs. Les chaussures sont de bonne qualité, elles peuvent durer toute l'année scolaire. En plus, c'est moins cher. L'on peut tomber des fois sur des sacs de grandes marques à des prix abordables. Il y a même des sacs de grandes marques à des prix abordables. Pour les plus petits, les prix sont fixés à 2 000, 3 000, 5 000 francs. Il y a des gens qui achètent 2 sacs pour toute l'année. La rentrée des classes intervient cette année dans un contexte d'après-Tabaski, mais les parents essaient tant bien que mal de satisfaire le désir des enfants. Le chef de l'État a reçu en début de soirée le président directeur général de Dubai Port World, Sultan Ahmed bin Sulayem, a discuté avec le président Macky Sall du port du futur que son groupe compte installer sur la petite côte. Un important investissement qui va renforcer le pôle de Dakar, le rôle de Dakar en tant que hub logistique de dimension internationale. Sultan Ahmed bin Sulayem est au micro de Oumar Nying. Today we met His Excellency the President. J'ai discuté avec M. le Président de la République de questions très importantes touchant aux relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Sénégal. Et plus spécifiquement, nous avons discuté du dossier très important, le projet très important du port du futur. Le nouveau port qui va être installé par DP World sur la petite côte. Donc nous avons discuté avec le Président de cet important investissement que nous envisageons de faire au Sénégal. Et plus particulièrement pour la location ou le site qui va abriter le nouveau port, donc le port du futur. Nous avons eu une très bonne discussion avec M. le Président de la République. Nous pensons que la décision va être prise très rapidement et ça va renforcer le rôle de Dakar et du Sénégal en tant que logistique, donc pour tout ce qui touche au fret maritime. Et donc il y a également un projet de zone économique qui sera adossé au port et tout cela va contribuer, n'est-ce pas, à renforcer le rôle de Dakar en tant que hub logistique de dimension internationale. Et nous sommes très satisfaits.
Et puis cette précision, le chef de l'État à propos du lancement des cartes d'identité biométrique CEDEAO. Le chef de l'État va lancer l'opération le 4 octobre, soit mardi prochain. Et puis, nous parlons de couleurs du Sénégal. Le saviez-vous, le centre du Sénégal se trouve à Payar, département de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda. C'est une pierre qui symbolise le lieu en ce moment. Cette année, la mairie de Koumpentoum compte débourser 15 millions pour construire un monument à la place de la pierre qui le symbolise. Nous sommes dans Couleurs du Sénégal et c'est le reportage de Tchorodien. C'est dans la région de Tambacounda, département de Koumpentoum, dans la commune de Payar. C'est le Payar, moi, siège du centre du Sénégal. Voix plus qu'autorisée pour nous faire une description exhaustive de la situation géographique du centre du Sénégal. Lui, c'est le fils du chef de village, Payar, situé à 160 km de Tambacounda. C'est ici où se trouve la borne qui symbolise le centre du Sénégal. Cette pierre, avec une fondation très solide, a été construite depuis l'époque coloniale. Mais l'importance de cette stèle était méconnue par la plupart des habitants de cette localité. C'est ici où se trouve le centre du Sénégal. Je ne l'ai jamais su. Il y a juste quelques mois, le président du conseil départemental de Koumpentoum m'a rendu visite pour me dire que cette pierre symbolisait le centre du pays. Si le chef de village de Payar ignorait l'importance de ce symbole, son fils, lui, est bien outillé pour nous informer. Depuis que nous nous sommes rendus compte que le symbole du Sénégal se trouve à Payar, depuis lors, les autorités locales, la mairie et au niveau arrondissement, le sous-préfet et au niveau départemental n'ont pas jusqu'à présent fait une des actions allant dans le sens d'améliorer le monument qui représente le centre du Sénégal. C'était un site où le gouverneur de la région de Tamba et celui de la région de Saint-Louis se rencontraient pour préparer leur réunion. C'est dans la période coloniale. Pour la valorisation de ce site, le maire de Payar compte ériger un monument à la place de la pierre. 15 millions seront déboursés pour le financement des travaux. J'ai adressé une correspondance au ministre de la Culture pour avoir l'autorisation de construire un monument. J'ai demandé à une entreprise d'élaborer des plans et après nous allons choisir. La commune de Payar polarise aujourd'hui 72 villages officiels et 39 hameaux. Les principales activités génératrices de revenus sont l'agriculture, l'élevage et le commerce. Nous avons 72 villages officiels et 39 hameaux. Ben village bu am courant amul. Nous demandons à l'État de nous aider à avoir de l'électricité à Payar. Sur le plan sanitaire, nous avons 3 postes de santé sans ambulance. 19 écoles. Et nous n'avons pas encore de lycée. On ne peut pas parler de Payar sans faire allusion à ce grand marché hebdomadaire qui se tient tous les jeudis, 3e sur la liste des grands loumans du Sénégal, après celui de Diaobé et de Dara Djolof. Ce marché commence à fonctionner le mardi. Le jeudi, c'est le grand rendez-vous commercial et les éleveurs viennent de toutes les régions du Sénégal pour faire de bonnes affaires. Nous faisons 300 à 400 000 francs de recettes par semaine. Et nous pouvons faire plus si on nous aide à mieux organiser ce marché hebdomadaire. Pour faire connaître Payar et d'autres sites symbolisant l'histoire dans cette partie du pays, le conseil départemental de Koumpentoum a initié le festival Penchoum Niani, une rencontre culturelle célébrée chaque année au mois de décembre. Après Payar, donc la commune où se trouve l'épicentre du Sénégal, direction le sud du Sénégal, dans la basse Casamance. Nous allons à la découverte de Elinkine, un village de pêcheurs situé dans le département d'Oussouye. La localité doit sa réputation à son port de pêche qui attire beaucoup d'individus venus de l'intérieur du pays et même de l'Afrique. À Elinkine, on trouve une forte communauté ghanéenne qui contrôle le secteur de la pêche. Elinkine, ou le Little Ghana au Sénégal, c'est un reportage de Salou Sek dans Couleurs du Sénégal. Elinkine, à l'ouest d'Oussouye, à une trentaine de kilomètres
km du chef-lieu du département, un village de pêcheurs, l'un des plus importants ports de pêche de la Casamance. Elenkin, c'est aussi un lieu de débarquement et d'embarquement des populations de certaines îles de la Casamance. Pour toutes les îles. Parce que par là, il y a plein d'îles, jusqu'à Caraban et tout ça, Yogé, Nyomoun et tout ça. Alors tout le produit qui passe de l'intérieur passe par ici. Donc Elenkin, voilà, se développe rapidement. Et l'activité principale, c'est la pêche. Et sinon, les Yola qui habitent là étaient agriculteurs et un peu de pêche pour se nourrir. Ici, la pêche est l'activité principale des populations. En plus des autochtones, d'autres sont venus de l'intérieur du pays et même de l'étranger pour s'adonner à cette activité. C'est le cas des Ghanéens. Nous allons à mer vers la frontière bissau-guinéenne. Nous pouvons faire des jours là-bas, 10, 11, 14 et même 17 jours. Nous sommes des Ghanéens. Ils sont nombreux à Elenkin. Tous les jours, des centaines de Ghanéens débarquent au village. Ces temps-ci, ce sont eux-mêmes qui contrôlent cette activité. 90% des pêcheurs, c'est des anglophones, c'est des Ghanéens. Et les autochtones n'ont pas assez les moyens pour avoir des pirogues. Donc soit ces gens qui viennent de Saint-Louis, de Joal, Fadjout, Mbour, mais les autochtones en question n'ont pas assez de moyens pour avoir les pirogues là. C'est une population ghanéenne qui aujourd'hui, on ne peut pas exactement savoir combien sont-ils de Ghanéens ici. Pourtant, l'activité marche très bien. Chaque année, des tonnes de poissons sont débarquées ici. Autre activité qui est très développée, la transformation des produits halieutiques. Contrairement à d'autres sites, à Elenkin, cette activité n'est pas l'apanage des femmes. Asndiaï, un marailleur venu de Mbour, fait de ce métier son gagne-pain. Il fait la navette entre Elenkin et Dakar. Nous assaisonnons d'abord les poissons. Ensuite, nous procédons à la transformation. Nous les vendons à Dakar ou bien ici à Elenkin. C'est un travail un peu difficile. Les femmes s'adonnent à cette activité, mais c'est difficile pour elles. Elenkin regorge ainsi d'énormes potentialités économiques. C'est aussi une zone très sûre. On y trouve une base navale de la Marine nationale. Elle fait partie du groupement de surveillance fluvio-maritime. Ces soldats assurent la surveillance dans le fleuve Casamance. Assurer la sécurisation du fleuve pour empêcher ou en tout cas dissuader tous les trafics illicites, les trafics délictuels comme le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic de bois. Nous participons également à la sécurisation des navires qui assurent la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor, comme Aline Sitoé Diatta, Agen et Djambogne. Nous faisons aussi de la sécurité nautique, qui consiste à aider toutes les personnes qui sont dans le fleuve à naviguer en toute sécurité. Le groupement de surveillance fluvio-maritime est composé de soldats d'élite, des commandos prêts à faire face à n'importe quelle situation. Le groupement de surveillance fluvio-maritime est composé principalement de fusiliers marins commandos, donc qui est une unité d'élite apte à manœuvrer dans les zones, les espaces fluviaux et les espaces maritimes. Donc, mais également, il y a le personnel de soutien qui consiste à aider quand même les fusiliers marins commandos à pouvoir faire le travail correctement. La base navale secondaire de Lenkin est un point de passage obligé des piroguiers. Ils sont tenus de faire un tour pour vérification avant d'aller en mer. Un travail important dont la finalité est de permettre aux pêcheurs de naviguer en toute sécurité. Couleurs du Sénégal, la série se poursuit demain. Transformation, c'est le thème du 17e congrès de l'ALA, l'association des loteries d'Afrique, qui s'est ouvert à Casablanca. Les 15 pays membres aborderont pendant 2 jours les nouveaux défis et l'organisation et les projets comme Mohamed Diop. Le 17e congrès de l'Association des loteries d'Afrique se tient cette année au Maroc. Les 15 pays membres de cette organisation vont se réunir dans le royaume chérifien pendant 2 jours pour discuter des nouveaux défis et des projets communs. Le Sénégalais Amadou Samba Kane, président de l'association, a tout fait durant son premier mandat pour permettre aux loteries d'Afrique de se hisser aux standards internationaux. L'association était un petit peu, disons, pas mourante, mais en tout cas pas active à l'époque. Et il fallait donc amener toutes les autres loteries d'Afrique à adhérer à l'association.
Le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'est également nous mettre tous aux standards internationaux. Et le troisième objectif, c'était de nous replacer sur le plan international pour retrouver notre crédibilité d'antan. Et je crois qu'en termes d'élargissement, ça a été une réussite. Pratiquement toutes les sociétés de loterie d'Afrique font partie de notre association. En termes également de redynamisation et de mise aux standards internationaux, c'est également le cas. Pratiquement toutes les sociétés se sont lancées dans des certifications. C'est que dans notre domaine d'activité, il y a des certifications assez particulières telles que le jeu responsable, telles que la sécurité. Le thème de ce 17e congrès porte sur la transformation. Il s'agit d'examiner les possibilités offertes par le numérique dans la dématérialisation des jeux et des paiements. C'est pourquoi un atelier Afrique Innovation se tient parallèlement aux travaux du congrès à l'attention des jeunes employés venant des pays membres. Ils travailleront sur le développement de concepts et de plans marketing pour les médias dans le domaine des jeux virtuels notamment. À présent, autour d'horizon de l'actualité internationale qui nous mène aux Pays-Bas, en Syrie, au Mali, en RDC et en Israël, où les messages de condoléances affluent du monde entier après le décès de l'ancien président Shimon Peres, Nadine Tajdine. Shimon Peres est mort. Le prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 93 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Avec Shimon Peres disparaît une figure historique. Il était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Il était aussi l'un des principaux artisans des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 90. Shimon Peres était encore le seul survivant des 3 hommes à avoir été distingués du Nobel de la paix en 1994 pour leurs efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient après la disparition de l'Israélien Yitzhak Rabin et du Palestinien Yasser Arafat. Les messages de condoléances du monde entier ont commencé à affluer ce matin pour cet homme que beaucoup de dirigeants présentaient comme leur ami. Kinshasa propose $5 000 aux familles des victimes des manifestations anti-Kabila. Selon le gouverneur de la ville, les autorités de la capitale de la RDC proposent une assistance aux familles des victimes qui sont décédées lors des événements du 19 et 20 septembre dernier. L'opération d'enregistrement des familles se déroule sous la supervision du ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales. Les États-Unis demandent au gouvernement malien de rompre les liens avec le Gatia. L'ambassadeur américain a rencontré ce mardi la presse à Bamako. À cette occasion, le représentant des États-Unis a demandé au gouverneur malien de se démarquer du groupe d'autodéfense Touareg, le Gatia qui se bat dans le nord du Mali contre les rebelles. Pour le diplomate américain, tous les groupes armés qui sont dans le processus de paix doivent revenir dans les rangs. L'armée syrienne avance dans Alep après plusieurs jours de bombardement d'une violence inouïe ayant provoqué l'indignation des pays occidentaux. L'armée du régime a repris mardi le contrôle d'un quartier rebelle du centre d'Alep. Des soldats syriens ont pénétré à la mi-journée dans le quartier de Farafira, situé en bordure de la vieille ville. Une source militaire à Damas a précisé que l'armée en avait repris complètement le contrôle après avoir neutralisé plusieurs terroristes. Les pays occidentaux ont continué mardi à dénoncer avec force l'offensive lancée après l'échec de la trêve des combats initiés par Moscou et Washington qui n'a finalement duré qu'une semaine. Le missile qui a abattu le vol MH17 en Ukraine avait été acheminé de Russie. C'est ce qu'a affirmé le parquet néerlandais au cours d'une conférence de presse ce mercredi. Il a également souligné qu'une centaine de personnes ayant joué un rôle actif dans ce drame avaient été identifiées. L'enquête a par ailleurs confirmé que le missile avait été tiré d'un champ alors situé sur le territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes. Les 288 personnes présentes à bord du Boeing 777 reliant Amsterdam à Kuala Lumpur avait été tué le 17 juillet 2014. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Pour leur enregistrement.
Toujours dans cette dynamique, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe les citoyens que la production de la carte nationale d'identité est momentanément suspendue du fait des travaux d'installation des nouveaux équipements prévus pour la mise en place de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO ainsi que la refonte partielle des listes électorales. Toutefois, il a été produit avant l'arrêt des anciennes machines 120 000 cartes qui étaient en instance et qui ont été envoyées dans les différents centres d'instruction que sont les commissariats de police, les préfectures et sous-préfectures à la disposition des demandeurs. De plus, les anciennes cartes d'identité nationale en cours de validité demeurent utilisables en même temps que celles dont l'exigibilité avait été prorogée par décret. Enfin, les citoyens non détenteurs de cartes nationales d'identité, ceux qui souhaitent se faire établir un passeport, peuvent se faire immatriculer par la direction de l'automatisation des fichiers et déposer leur demande à la direction de la police des étrangers et titres de voyage en attendant la disponibilité des nouvelles cartes communiquées du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les activités du programme national de biogaz domestique du Sénégal sont officiellement lancées à Diourbel. 500 biodigesteurs seront construit dans la région d'ici à 2019. Un comité régional de développement a été tenu à cette occasion pour échanger avec les différentes structures concernées. Damsila. Dans sa politique de lutte contre la déforestation, l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Union européenne, a mis en place un projet de construction de 10 000 biodigesteurs sur tout l'étendue du territoire national d'ici à 2019. À Diourbel, le programme national de biogaz domestique du Sénégal a organisé un comité régional de développement pour lancer officiellement le projet de construction de 500 biodigesteurs. Le premier résultat à l'issue de ce CRD, c'est la mise en place d'un cadre local de concertation qui va regrouper l'ensemble des acteurs impliqués et intéressés pour le développement économique de la région, mais principalement pour la vulgarisation du biodigesteur. Deuxièmement également, comme nous l'avons dit, tous les départements de la région seront traités sur les mêmes pieds d'égalité pour que l'ensemble des producteurs qui réunissent les critères puissent disposer de biodigesteurs. Le programme national de biogaz vise à inciter les ménages ruraux au Sénégal à utiliser du biogaz domestique comme combustible de substitution à l'utilisation du bois ou du charbon de bois. Grâce aux biodigesteurs, les ménages ruraux subviennent à leurs besoins énergétiques pour la cuisson et l'éclairage. Ils produisent aussi du bioeffluent ou engrais organique qui améliore la production agricole. Cette volonté politique est un des aspects phares de la lettre de politique du développement du secteur de l'énergie qui prend en charge la vision du chef de l'État dans son plan Sénégal émergent. À Diourbel, le programme national de biogaz a noué un partenariat avec la Fédération du Baol dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction de 500 biodigesteurs dans la région. Il est apparu nécessaire de développer une synergie qui a été formalisée dans son fonctionnement à travers la signature d'un protocole d'accord au mois de novembre 2015 pour un montant de 556 186 000 francs et sur une durée de 4 ans renouvelable. Nous devons tous ici présents faire de ce programme le nôtre, le vulgariser chez nous, dans nos familles, afin que nous puissions en gagner doublement. Le biodigesteur est subventionné par l'État du Sénégal à hauteur de 80%, cela pour lutter contre la déforestation, d'améliorer le cadre de vie des populations, de réduire les maladies respiratoires et oculaires liées à l'utilisation du bois de chauffe et de développer des activités génératrices de revenus telles que le maraîchage, l'embouche bovine et la pasteurisation du lait. Les caractères arabes harmonisés étaient au centre de l'atelier régional organisé par le pôle qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales. Durant 3 jours, ces acteurs ont réfléchi sur les stratégies d'amélioration de l'offre en alphabétisation. L'atelier a permis de dégager des directives destinées aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Sorna Antagnaï. La pérennisation des caractères arabes harmonisés est un levier pour l'amélioration de l'offre d'alphabétisation et de formation en Afrique. Fort de ce constat, le pôle qualité interpays sur l'alphabétisation et les langues nationales a tenu un atelier dans ce sens. La prise en compte de la pluralité est de mise, mais aussi celle du cas spécifique de l'arabe. Comme la demande est plurielle, il va falloir diversifier les offres. Et dans la diversification des offres,
il y a une frange importante de la population régionale africaine qui utilise les caractères coraniques harmonisés. D'autres parlent de caractères arabes aussi harmonisés. Si nous voulons prendre en charge cette population et la renforcer, lui donner les compétences qu'il faut dans ce contexte de mondialisation, il faut nécessairement, dans la diversification de l'offre, travailler avec les caractères arabes. Ouvert le 26 septembre dernier, cet atelier visait à développer l'accès et la modernisation des écoles coraniques. Il a débouché sur un certain nombre de recommandations. Après ces 3 jours de travaux, l'équipe qui est là a pu sortir une production de qualité dénommée la déclaration de Dakar, qui est une déclaration extrêmement importante qui permet à nos pays respectifs de pouvoir avancer sur la question de l'alphabétisation de manière générale. Il est vrai que l'atelier portait spécifiquement sur l'utilisation des caractères arabes harmonisés, mais en lisant la déclaration, on se rend compte que c'est des experts qui sont là et qui maîtrisent très bien l'alphabétisation, qui englobent l'utilisation de ces caractères et d'autres caractères et qui ont permis aujourd'hui d'avoir des conclusions qui permettent à chaque pays de pouvoir avancer sur la question. Des directives que le Sénégal compte bien mettre en œuvre. Toutes les recommandations qui sont faites à l'endroit des pays. Qu'elles soient plus réceptives aux attentes de nos concitoyens et leur apportent les solutions les meilleures. Toutes les administrations fiscales présentes à ce forum partagent les mêmes préoccupations, si bien que l'usager est au centre de la feuille de route de la nouvelle présidente du FAFOA. Nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir renforcer la sensibilisation en matière d'administration fiscale. Le deuxième, c'est de pouvoir assister les 3 comités qui seront mis en place. Troisième, c'est de pouvoir veiller à ce que le plan stratégique 2016-2017 se traduise dans les faits dans la sous-région. Le FAFOA a été créé en 2011. Il facilite la coopération entre les administrations fiscales des pays de la CEDEAO, l'amélioration de l'efficacité de leur législation et la mobilisation des recettes. Son credo. Lancement officiel de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO. Ce sera le 1er octobre prochain par le chef de l'État. C'est le directeur de l'automatisation du fichier qui l'a annoncé aujourd'hui lors de sa conférence de presse, Mahmoud Moussagnon. Voici la nouvelle carte d'identité biométrique. Sa mise en circulation dans l'espace de la CEDEAO doit se faire au plus tard à l'horizon 2017. Au Sénégal, l'opération débute mardi prochain. Une fois que ces premières cartes seront éditées, dès le lendemain, le 5 octobre, nous allons enchaîner donc, avec le démarrage des centres au niveau des régions progressivement. Pour roder le système, c'est un nouveau système, donc on a besoin quand même de le démarrer et de maîtriser au fur et à mesure un peu les questions liées à son déploiement. L'introduction de cette nouvelle carte facilitera la mobilité intra-régionale, la lutte contre les trafics et les migrations illicites, la prévention des menaces terroristes. À la fin du mois d'octobre, nous aurons installé les commissions administratives dans tous les départements, il y en a 45. Nous allons également démarrer dans les 123 sous-préfectures. Quand cette opération sera terminée, nous allons mettre en place des commissions mobiles qui vont sillonner l'ensemble des régions en fonction de l'affluence des demandeurs dans les différents centres. Tout citoyen de 15 ans doit obligatoirement avoir cette carte. À 5 ans, le citoyen peut en bénéficier, les militaires et paramilitaires également. Parce qu'ils sont considérés comme de nouveaux inscrits. À partir du moment où ils vont voter en même temps que les civils, ils doivent donc aller se faire inscrire pour intégrer le fichier des civils. À partir du mois de novembre, nous allons installer les commissions dans les commissariats et les brigades gendarmerie. Les commissions administratives ne recevront que les Sénégalais qui souhaitent confirmer leur caractère d'électeur ou qui ont l'âge électoral qui ne s'était jamais inscrit et qui souhaitent s'inscrire donc dans le cadre de cette opération. Dans 2 mois, les Sénégalais de l'extérieur recevront les commissions. Ce sont des recommandations très pertinentes. Et les représentants que vous êtes et qui ont sorti ce texte, je suis sûr qu'ils seront capables de les porter au niveau de leur gouvernement. En ce qui concerne le Sénégal, soyez rassurés que
le secrétaire d'État à l'alphabétisation que je représente, je l'avais dit à l'ouverture, prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces conclusions puissent être appliquées de la manière la plus efficace. 72 heures d'échange ont permis aux experts venus de 15 pays d'Afrique subsaharienne de dégager des stratégies en vue d'impulser dans la zone les caractères arabes harmonisés. Et puis cet atelier de validation du guide santé, nutrition et environnement qui s'est tenu hier à Dakar. Il s'agit de partager le contenu du manuel avec les différents acteurs et les partenaires avant validation. Le document va constituer l'un des supports phares pour l'enseignement élémentaire dans notre pays. Oumar Baldé. Bientôt un nouveau guide santé, nutrition et environnement dans les écoles sénégalaises. Il servira de support dans la préparation des fiches pédagogiques. Une manière d'améliorer les conditions de vie et de fournir des ressources humaines qualifiées. Nous avons un contenu documentaire très important qui retrace un peu toutes les maladies que l'on a actuellement, de même que les maladies émergentes. Une actualisation de nos notions de nutrition et un volet environnement assez important que nous avons croisé avec toute la documentation théorique pour nous permettre d'avoir des tableaux de compétences. Le guide est conçu en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Environnement. Pour la validation du manuel, les différents acteurs ont partagé le contenu avec les techniciens. On ne peut que se réjouir vraiment de ce document qui est destiné donc aux enseignants, qui encadrent les élèves, qui enseignent les élèves et qui les éduquent. Le département américain de l'agriculture, à travers Counterpart International, a appuyé l'éducation à hauteur de 9 millions de dollars. Une partie de ces fonds va servir à financer le guide. Nous allons passer à l'impression du document et travailler encore avec la structure étatique à former tous les enseignants. Je crois qu'ils sont autour de près de 1000 enseignants. Ils recevront donc une formation à l'utilisation de ce document. Donc globalement, je peux dire que nous avons aussi bien une contribution technique, une contribution financière. Nous croyons que l'éducation est très importante et que l'alimentation scolaire est très importante parce qu'avec l'alimentation scolaire, les enfants viennent à l'école. Face à la révision du curriculum de l'éducation de base, la division du contrôle médical scolaire a jugé nécessaire de réviser le guide afin qu'il soit conforme aux nouveaux objectifs. Rencontre du comité consultatif Sénégal-Japon pour le financement du programme alimentaire de l'année fiscale 2014. Une réunion s'est tenue ce matin à Dakar entre la délégation générale à la solidarité nationale et l'ambassade du Japon. Les deux parties. Madame, Monsieur, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le chef de l'État lance officiellement samedi prochain, 1er octobre, la carte d'identité biométrique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Révélation du directeur de l'automatisation du fichier lors de la conférence de presse qu'il tenait ce mercredi. Et puis de la friperie pour alléger les dépenses à la veille de la rentrée des classes. Nombreux sont ces parents d'élèves qui ont fait cette option. Choix conjoncturel ou dicté par la qualité des produits que proposent les vendeurs. Le reportage du jour s'intéresse à ce commerce qui peut faire gagner 200 à 300 000 francs par jour. Elle est souvent perçue comme un déficit de sang, l'anémie, un trouble très fréquent chez les femmes et les enfants, et la maladie à la une. Dans la rubrique santé, les signes, les causes et les différents types de traitements. Couleur du Sénégal à Payar, la localité est l'épicentre du Sénégal et elle est située dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda. Il y sera érigé un monument à la place de la pierre qui le symbolise actuellement. Et puis Elinkine et son port de pêche, sa forte communauté ghanéenne, son beau paysage, sa base navale vous invite au rivage. Dans cette contrée du département d'Oussouye, la pêche est reine. Bonsoir à tous. Dakar abrite la 11e Assemblée générale du Forum des administrations ouest-africaines de la fiscalité, forum qui regroupe tous les pays membres de la CEDEAO pour une harmonisation des politiques fiscales et une meilleure mobilisation des recettes fiscales. La promotion des services aux contribuables est le thème de cette rencontre à Ramdawa. Un contribuable satisfait des services qui lui sont rendus et on ne peut plus enclin à consentir aux impôts. La corrélation est établie par le FAFOA, Forum des administrations fiscales ouest-africaines. Ces dernières savent alors ce qu'elles ont à faire.
La Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal, convaincue du lien étroit existant entre les services rendus aux contribuables et l'évolution de leur comportement dans le sens d'une plus grande acceptation de l'impôt, a fait de l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers son premier objectif stratégique et également son premier engagement dans ces outils de pilotage. Je veux parler du plan stratégique de développement, le PDSOF, dont vous entendez parler, et du contrat de performance que nous avons signé avec la tutelle du ministère de l'économie. Ce que cet engagement a donné est d'abord une direction chargée des services aux contribuables, d'autres services opérationnels dédiés et des infrastructures modernes. L'impact est jugé positif. Parce qu'ils ont assis aujourd'hui un cadre qui permet aux contribuables d'avoir un répondant, de savoir qu'est-ce qu'il doit payer, comment il doit payer, et à la limite même, ce que je paye va à quoi. Je crois qu'une meilleure conscientisation aujourd'hui du citoyen peut l'amener à être plus réceptif au respect du paiement de ses obligations fiscales. Les administrés ont des attentes de nos administrations fiscales et nous voulons travailler à ce que dans l'espace CEDEAO, que nos administrations fiscales